XIIe, c'est les prémices, et au XIIIe siècle, c'est vraiment l'explosion économique. L'argent et la prostitution, c'est deux choses qu'on peut comparer, que c'est la même chose. Début du XVe siècle, où le pape, il dit, bon, yes, c'est fini, on a le droit de prêter de l'argent à partir du moment où ce n'est pas excessif. 1973, voilà. Genre Pompidou, Giscard. Exactement. Voilà. Et ici, la fin de la récréation. La financiarisation commence après la guerre avec Bretton Woods. Tous les transferts bancaires dans le monde, même quand on me fait un virement de mon salaire, passe par le SWIFT. On ne serait pas là sans le capitalisme, on ne serait pas là à raconter d'histoires. Il n'y aurait pas ces 3 magnifiques caméras devant moi. Bon, j'espère que je n'aurais pas pris la tête. Non, je crois que non. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi, 21h, minuit sur metatv.org, pour ceux qui n'ont pas encore compris, parce que des fois, on arrive le mardi, il n'y a pas d'émission, bah non, c'est lundi, mercredi, vendredi, maintenant, désormais, ce n'est plus tous les soirs comme avant, et ouais, c'est parce que ça fatigue. En tout cas, grand bonjour à la régie, grand bonjour à tous les métanautes toujours au taquet, et ce soir, je l'ai lu là, on me dit c'est une soirée ménageable. Une soirée ménageable. ça va là. Mais pas d'exposé, hein, n'ayez pas peur, voilà. Fermez pas, il paraît que la dernière fois j'ai fait un exposé sur les dément et ils étaient largués la dernière fois, les gens étaient complètement largués. Et donc je le referai plus. À part les physiciens. Oui, j'ai eu Jean Bricmont qui m'a envoyé une gentille lettre, mais lui, bon, il est professeur de physique. Il y en avait sur le chat aussi, il y en avait un, justement, il disait aussi qu'il était professeur de physique, il disait c'est super intéressant. Voilà, c'est super intéressant, mais je ne peux pas faire des exposés que pour des profs de physique. Effectivement. Et donc, voilà. Ce soir, pas d'exposé. Là, on m'a fait la leçon avant d'arriver, j'ai regardé le bout de mes chaussures, tu fais pas d'exposé, t'amènes pas de photos, rien. C'est une entrevue classique, on va dire. C'est une entrevue classique. J'avais préparé un exposé. J'ai sacrément bossé. En plus, eux, ils sont très exposés, je veux pas dire, mais le sujet, machin, carré, parce que la dernière fois, on a eu on n'a pas respecté le protocole, l'avocat a plus parlé que l'invité, ça a fini par gronder sur le chat, pour l'avocat, il a eu les foudres, on va dire, les foudres du public, donc on va quand même être dans le sujet et respecter le sujet. Je m'abandonne à tes soins. Voilà. Donc, voilà, il paraît que quand je fais des exposés, t'es là à c'est le problème, c'est que j'interviens pas assez. Voilà. On me dit que je peux pas intervenir dans les exposés, etc. Donc là, voilà, on me dit soirée ménageable, excellent. Donc, on m'a collé un collier. Donc, en fait, on a décidé de faire une soirée sur le capitalisme. Donc ça, c'est un sujet en plus qui nous concerne un peu tous, sachant que... Sur l'aspect historique du capitalisme. L'aspect historique du capitalisme. Voilà. Il y a beaucoup de gens ici qui sont contre le capitalisme, je vais pas te mentir, il y en a qui sont pour aussi, mais j'ai déjà discuté avec pas mal de métanautes, c'est vrai qu'il y en a qui sont contre, il y en a même qui vont jusqu'à penser qu'il faille abolir l'argent, etc., que la monnaie est le centre de tous nos problèmes, en fait. Bon, moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis contre les ismes. Je suis contre les idéologies, les dogmes, et donc, je témoigne de ce que je sais, je témoigne de l'histoire, c'est aux gens de juger. Pour moi, le capitalisme a eu des moments extrêmement positifs dans l'histoire de l'humanité, dans l'économie, et un moment maintenant extrêmement négatif. Surtout maintenant. Alors, voilà. C'est justement... Et ce capitalisme change de nature perpétuellement. On va voir comment il naît et puis comment il est en train de mourir. Et pourquoi ? Parce que on va voir le début, en gros, et à la fin. On va peut-être un peu laisser le milieu, parce que sinon, je vais vous faire un exposé de 3 heures et je vais me faire couper en rondelles. Donc, je peux pas faire un exposé exhaustif sur le capitalisme du XIIe siècle à nos jours. C'est pas possible. Donc, on va prendre les temps forts. On va prendre les prémices, et pourquoi les prémices, la genèse, déjà, pour bien comprendre effectivement comment ce capitalisme il naît et s'impose. Parce que, tu vois, la première chose qui est quand même assez étonnante, quand même, qu'on peut remarquer dans le capitalisme, c'est que
un système né, comme tu vas nous le démontrer, on va dire, dans les villes italiennes, on va dire, du nord de l'Europe, enfin du nord de l'Italie, pardon, finit aujourd'hui par être imposé à toute la planète. Exactement. Je veux dire, les îles Tonga sont capitalistes. On peut dire que c'était peut-être pas prévu au départ au XVe siècle. Les Italiens ont imposé leur système à l'ensemble du monde. C'est quand même extraordinaire. Et c'est bien les Italiens qui ont inventé ça. Alors, pas tous les Italiens, c'est ce qu'on a appelé les Lombards, mais les Lombards, c'était des gens de la Toscane. Hein, voilà, cette région du nord de l'Italie. Voilà, du nord de l'Italie, qui ont inventé ça. Et s'ils ont inventé le capitalisme, c'est qu'il y avait eu des conditions pour que ça marche. Hein. Dans mon exposé abscon, j'ai voulu démontrer que c'était les conditions qui amenaient les changements de paradigme. Les conditions. Quand les conditions changent, il y a une adaptation automatique de l'espace biologique, puisque en fait l'homme est entièrement intégré dans la biologie et même dans la chimie, même dans la physique. Hein. Le vivant est une propriété physique de la matière. Ouais. Réellement, nous sommes une propriété physique de la matière. Donc une société fonctionne selon les mêmes principes que la physique, la chimie, etc. Donc, c'est ce que j'ai voulu essayer de démontrer la dernière fois, et de montrer ce qu'était une bifurcation, puisque la bifurcation, le principe de la bifurcation a été mis en lumière par le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine, hein, donc qui le démontre dans les réactions chimiques, ce que c'est qu'une bifurcation, et que la bifurcation, la théorie de la bifurcation peut être appliquée à la société. D'ailleurs, moi, j'ai moi-même rencontré Ilya Prigogine, je lui ai exposé, je lui ai dit, écoutez, est-ce qu'on peut appliquer vos théories à la société? Il m'a dit oui. Et donc, il a terminé sa vie en s'intéressant à ça. Alors, une bifurcation, c'est extrêmement intéressant d'aller à la bifurcation, mais extrêmement difficile. Tu vois? Quand tu as une voie qui va comme ça, puis une autre, tu as une voie, c'est une logique, un paradigme. C'est une logique. Par exemple, tu avais le système antique, basé sur l'esclavage, qui était bien carré, qui est un système. D'ailleurs, on ne peut pas parler de capitalisme à cette époque-là, parce que beaucoup me disent, moi, on m'a déjà sorti, les Romains, c'était les premiers capitalistes de l'histoire. Mais il n'était pas systémique. Alors, il est vrai que les Romains avaient une gestion de la finance qui était très élaborée, et même avant, même les Grecs, ils avaient les trapézas, c'est-à-dire les tables de change, puisqu'il y avait déjà du change. On verra que le capitalisme naît avec le change, et que les Romains avaient les monetarii, donc avaient des gens qui géraient l'argent, puisque quand on allait amener une légion romaine, donc il y avait toute une logistique, fallait acheter. Et ça coûtait de l'argent. Ça coûtait de l'argent, donc il y avait une gestion de l'argent, mais le système antique ne pouvait pas systématiser la monnaie tel que le système féodal a dû le faire, puisque dans le système antique, le mode de production était l'esclavage. Et donc, dans l'esclavage, évidemment, on ne paye pas les esclaves, et puis, donc, les esclaves ne rapportent pas d'argent en tant que tel, si tu veux. Hein, le mode de production, c'est que l'esclavage, il amène directement de son travail. C'est lui qui fabrique les objets, qui laboure les champs, et donc, le système romain, tout le système, c'est un système de prédation pour ramener des esclaves. Et donc toute cette partie-là était hors de la monnaie, et j'en ai parlé déjà je ne sais combien de fois là, mais tout le monde ne m'écoute pas comme notre cher ami à la régie, perpétuellement, lui il sait tout ce que j'ai raconté déjà. Alors il me dit ouais, ça tu l'as déjà dit. Bon, il y a des gens qui le savent peut-être, puis même moi je sais même pas ce que j'ai déjà dit. Bon, mais on revient quelques mots là-dessus, si tu veux. Non, mais c'est intéressant parce que, justement, toi, tu dis, oui, il y a une forme de
capitalisme n'est pas systémique, c'est-à-dire il y a un système monétaire déjà naissant, il y a des échanges qui se font, il y a des financiers, il y a du prêt à intérêt. Voilà. Mais le système n'est pas basé sur ça. Le système n'est pas systémique, voilà. Il n'est pas basé sur ça, alors qu'on verra que à la suite de la féodalité, le système ne sera plus basé que sur l'argent. Tout sera basé sur l'argent. Et donc, si tu veux, le mode de production antique est basé sur le domaine. Le domaine, d'ailleurs, il reste encore des éléments en Grèce, des grands domaines dans le sud de l'Espagne, qui n'ont pas reconnu le morcellement féodal. Hein. Et les Espagnols ont reproduit ça au Mexique. Donc c'est le grand domaine, c'est les haciendas, c'est latifundia aussi on appelle ça, latifundia. Donc c'est quoi un domaine? Un domaine, d'abord c'est très très vaste et vit sur ce domaine des esclaves ou des péons ou des serfs, mais c'est presque la même chose. Et le domaine est autarcique. Tout ce qui se consomme vient du domaine. Donc on fabrique les armes, on fabrique les vêtements, les véhicules. Donc ça c'est issu directement du mode de vie romain. Le mode de vie antique. Même grec. Toujours. C'est le mode de vie antique qui s'est perpétué, ça marchait bien. Puis il suffisait de faire la guerre et de ramener les esclaves. C'est tout. Et donc, tout ça, ça marche. À toi, qu'est-ce que tu faisais? Toi, tu étais forgeron, toi, on l'a piqué, ben voilà, tu es forgeron, tu vas faire des épées, toi. Les vêtements étaient faits dans ce qu'on appelait le gynécée, donc les femmes qui étaient réunies dans un endroit commun, et elles qui cousaient, fabriquaient des vêtements, etc., quoi. Et donc, il n'y avait pas besoin d'argent. Pour faire tourner, puisque par définition personne n'était payé, donc... Et donc c'est pour ça que le système antique, il n'a pas perduré, il n'a pas pu se développer. Il y avait une limite. Et on voit que dans tout système d'ailleurs économique, il y a une limite, puisque là nous on a atteint la limite ici, donc on est bien placé pour le savoir. Donc il y avait une limite. Et donc on sait que tout ça s'est écroulé, puis il y a eu un temps qu'on a appelé soit le bas empire, soit la haute antiquité, et enfin tout un temps qui a perduré. On va dire il y a eu un début de renaissance avec Charlemagne et les Carolingiens, mais qu'est-ce qu'a voulu faire Charlemagne et les Carolingiens? C'est refaire l'Empire romain. Voilà, il a même été couronné empereur des Romains. Sauf que là, cette fois, c'est tout sous l'égide chrétienne, mais c'est pas... Mais c'était sous l'égide chrétienne, Constantin. On pourra reparler un jour de Constantin, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, oui. Tout le monde n'est pas d'accord, d'ailleurs. Constantin, mais on en a déjà un peu parlé avec notre pote, là. Ah j'en ai parlé avec Frédéric Mariès, lui, il a une théorie particulière sur Constantin. Qui? Frédéric Mariès, qui n'est pas d'accord justement sur l'existence de Constantin, en tout cas de son influence. Enfin, bon. Parce que Saint-Denis, tu sais, c'est la Mecque de l'Occident, Saint-Denis. Bon, on en reparlera, parce que c'est vraiment une grande ville importante pour toute la théologie occidentale. Bon. Digressons pas trop. Pas digressons pas trop. Mais donc ce système, finalement, ça va s'effondrer. Ça tient pas. L'esclavage, ça tient pas. Voilà. Alors comment que ça va s'effondrer d'une façon définitive? Par les invasions du IXe siècle, qui vont mettre fin au système carolingien, c'est-à-dire les Vikings, les Magyars, les Hongrois et les Sarrasins. Donc tous ces gens-là, à la même époque, vont déferler sur l'Europe occidentale. Alors pourquoi ils vont déferler? Parce que certainement, beaucoup de gens posent la question, pourquoi tous ces gens-là, d'un coup, plaf? Oui, les Vikings, ils sont bloqués dans le nord, et puis d'un coup, ils descendent. Tout d'un coup, oui. Mais il n'y a pas que les Hongrois et les Sarrasins. Les Hongrois, alors, seraient descendants des Huns, c'est ça un peu? Oui, un peu, Il était à cheval, donc espèce de turco-mongol venu d'Asie centrale, des barbares, quoi. Mais qui pillent. Ces gens-là, même les Sarrasins, si tu veux, ils font des razzias. Ils ramènent ils piquent des esclaves. Ça durera d'ailleurs jusqu'au XVIIe siècle. Beaucoup de gens pensent que ça dure très très longtemps. Ces razzias. Et donc, surtout affecter l'Italie.
énormément l'Italie. Ouais. Et l'italienne à Alger, hein, l'opéra de Mozart. Hein, bon. et donc, en fait, c'est une faiblesse du système carolingien parce qu'il y a cet empire et puis il est mal défendu. Il y a ces grands domaines ces villes-là, ces grands domaines qui sont pas défendus, quoi, qui sont difficilement défendables. Et puis bon. Finalement, ces barbares, entre guillemets, trouvent une faille et nous, tiens, il y a des riches abbayes, un trésor, on va les piquer, puis c'est tout. Puis on va piquer les esclaves. Donc ils déferlent au IXe siècle, tous là-dessus, et ils brisent complètement l'État. Il y avait un État. L'État central s'effondre. L'État central s'effondre. Et donc, que font les gens? Les gens, il faut bien qu'ils se défendent. Donc, les gens se défendent autour de chefs de guerre locaux. Donc, on recrée une espèce de communauté organique avec un grand chef, on va dire. Des petites communautés. Partout. Qui sont ces chefs de guerre? C'est un peu tout le monde. C'est aussi souvent l'ancien propriétaire du domaine. Hein. Voilà, souvent, mais pas toujours. Souvent, c'est les gens qui sont aptes au combat, et puis donc qui bâtissent des petites îlots de défense un peu partout. Hein. Donc ces fameuses mottes, hein, de l'îlot de défense, hein, j'avais montré des images, mais pas le droit. Donc une motte de terre, hein, juste une tour en bois, et puis une palissade et une basse-cour, autour avec une autre palissade pour mettre les paysans. Tu vois? Voilà. Et donc... c'est le début des fortifications aussi en Europe, où on commence à voir émerger des remparts autour des villes, etc. Alors les remparts, il y en avait déjà du temps des Romains, mais ils étaient un peu en ruine, mais les gens les remontent. Hein. D'accord. Ils remontent les remparts, et puis les villes avaient été vidées. Il n'y avait plus personne dans les villes. Hein. Voilà. Elles avaient été vidées, mais donc à la fois on remonte les remparts des villes, les gens qui sont livrés à eux-mêmes sous les assauts des barbares vont se réfugier en ville ou vont se mettre sous la protection d'un seigneur. D'un seigneur. Et donc que fait le seigneur ou celui qui avait l'ancien domaine? Eh bien lui, il lui faut des guerriers. Donc il va dire voilà, je te donne des fiefs, c'est là devient un système de fiefs, mon domaine, je t'en donne une partie, tu vas défendre ce truc-là, mais tu deviens mon vassal. Mon vassal, d'accord. Et donc il y a tout un système féodal que j'ai déjà... C'est là toute la féodalité, qu'on avait expliqué, se met en place. Se crée, et la féodalité, à partir du 10-11e siècle, c'est plus d'État. Il n'y a plus d'État. L'État, c'est le seul endroit où il n'y a vraiment pas d'État. Hein, voilà. Le pouvoir est local, ce qu'on appelle le pouvoir de banc. Hein, le pouvoir de punir et de contraindre. Voilà, que les gens s'attribuent plus ou moins. Donc, il n'y a pas d'État et les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, les gens vont à la ville, et donc l'artisan qui travaillait dans un domaine, lui, il va travailler à la ville et il va vendre sa production. Tu vois. Et donc, ce système militaire hiérarchisé fait que chaque seigneur grand seigneur a des vassaux, mais lui, le grand seigneur, il est aussi vassal. Hein, tu vois, il y a toute une hiérarchie qui part du roi, du roi qui dit lui le suzerain suprême finalement. Hein, au début, il est élu d'ailleurs par les autres, hein, le roi. Et puis l'espace est partagé entre des comtés. Et puis des comtés en duché, etc. Donc il y a toute une hiérarchisation de vassalisation. On a des seigneurs qui sont aussi puissants que le roi, des fois, c'est ça, à l'époque. Comment ? À l'époque, est-ce qu'on a des seigneurs qui sont aussi puissants que le roi d'un point de vue... Ah oui, même plus puissants. Même plus puissants que le roi. Ah ouais, oui. T'as la Champagne, la Normandie, l'Aquitaine, voilà, alors que le roi, lui, il a son domaine qui est l'île de France. Qui est l'île de France, au départ, il montrait des cartes, c'est que dalle, c'est Rikiki, quoi. Tu vois. Et lui, il est un seigneur comme un autre. Et le roi n'a aucun droit de ban
Dans le domaine de ces... aucun. D'accord. Quand il se balade, s'il voit, c'est pas à lui de faire la loi, rien. Il a strictement aucun droit. Donc le système se morcelle, mais dans cette hiérarchie, si tu veux, chaque chevalier, chaque noble a une obligation. L'obligation, c'est de répondre à la convocation de l'host. Quand le roi part en guerre. Ah, oui. Là, il convoque le banc et l'arrière-banc. Voilà. Il envoie des messagers, voilà, c'est la guerre, tu viens. Là, il n'est pas question que le mec, il vienne pas. Parce que s'il vient pas, il perd ses biens. D'accord, oui. Il perd ses biens. Alors il peut dire, ah ouais, je viens pas, je perds mes biens. Mais ça veut dire quoi? Si le roi, il a dit, tu perds tes biens, ça veut dire que les autres, ils peuvent l'attaquer, ils ont le droit de lui piquer. Donc il fait gaffe. Donc il y va. Donc il faut qu'il s'équipe. Et l'équipement revient extrêmement cher et donc il est dans l'obligation de se procurer de l'argent puisqu'il n'a plus les moyens de faire ce qu'il a besoin. Il faut qu'il aille à la ville. Donc il lui faut du fric. Et pour se procurer de l'argent, il demande à ses fermiers, alors il faut dire que dans une grande part de son fief, il l'a loué à ferme. Alors ferme, expliquons un peu. Maintenant fermier, c'est devenu synonyme d'une exploitation agricole. Alors c'est pas vrai. Le terme idéologique de ferme, ça veut dire location. C'est-à-dire location. Donc on disait, je te disais, une ferme, c'est une location. C'est une location. Comme on disait les fermiers généraux, par exemple. C'était des gens à qui on avait loué des charges. Tu vois, un fermier, c'est quelqu'un qui est locataire, de quelque chose, et donc il exploite quelque chose et il donne une redevance. Voilà. Donc au départ, il donne, on va dire, en nature, quoi. C'est ça. Alors au départ, c'est en nature, et c'est de moins en moins en nature. Alors il y a de la nature, il y a de l'argent, mais le seigneur exige de plus en plus d'argent. Et donc, que fait le fermier? Le fermier, il va vendre sa production au marché, à la ville, et contre de l'argent. Donc, il y a dans ce cas-là une monétarisation complète de la société. Au cours du XIIe siècle, la société se monétarise complètement. Donc, tout s'achète et tout se vend. D'accord. Donc il y a des petits malins qui savent faire du fric et puis des moins malins qui n'en font pas. Et donc une seigneurie, c'est une entreprise. Donc il y a des seigneurs qui sont des bons chefs d'entreprise qui arrivent à faire du fric. Il y en a qui font faillite, qui sont obligés de vendre. Tu vois. Donc d'abord ils louent à ferme, après ils revendent des parcelles à des fermiers ou ils revendent à des riches marchands de la ville, quoi. D'accord. Et donc là, le premier stade, c'est, on va aller plus vite, c'est la systématisation de la monnaie, chose qui n'avait pas été faite avant. D'accord. Donc ça, là, on est déjà au XIIe siècle. On est au XIIe siècle, on peut dire déjà, donc le système monétaire s'impose comme le système dans tous les échanges, quoi. Rien n'y échappe. Là, on sort du troc, on sort de tout ce qui pouvait exister avant, un peu dans l'Antiquité. Il n'y a plus d'esclavage, puisque aussi le servage est interdit en France, très tôt. Tu vois, Philippe le Bel qui affranchit les derniers esclaves. Voilà. Donc c'est le servage interdit très tôt. Donc là, on est complètement sorti de l'Antiquité et on entre dans les prémices de ce monde monétarisé capitaliste. Alors on peut dire, on va dire. Ma thèse. C'est que le grand changement, le changement de paradigme, c'est fait là. Après, il n'y a plus de changement de paradigme. Voilà, le changement. S'il y avait à mettre des césures dans l'histoire, parce que j'ai fait une émission sur le Moyen-Âge, une imposture, tu te rappelles, tout à fait, bien sûr. On appelle le Moyen-Âge, et alors ça revient du 19e siècle, cet abruti de, comment il s'appelle, de Michelet, qui a inventé l'histoire de France. et donc, on a mis le Moyen-Âge là, parce que c'était mal vu, le Moyen-Âge. C'était mal vu à plusieurs titres, parce que c'est une période où il n'y avait pas d'État, c'était mal foutu avec tous ces étatistes du 19e siècle, une période qui était aussi riche et où il n'y avait pas d'État, ça a toujours été très très mal vu par les puissants. Donc le Moyen-Âge, c'est une période diabolique et mal vue, mais si tu veux,
en plus, le XIIe et le XIIIe siècle, on va parler du climat, bénéficient d'une embellie climatique extraordinaire, puisqu'on cultivait la vigne en Angleterre. Donc il y a une période de réchauffement climatique. Bon, il n'y avait pas d'effet de serre, hein, mais il y a une période de réchauffement climatique important, ce qui fait que le XIIIe siècle n'a connu aucune famine. Et donc là, il y a au XIIIe siècle, il y a une explosion économique. Tu vois ? XIIe, c'est les prémices, et au XIIIe siècle, c'est vraiment l'explosion économique. C'est le temps où on construit ces cathédrales extrêmement compliquées qui demandaient beaucoup d'argent. Les mecs qui construisent les capitales, c'est qu'ils volent de la thune. Oui, ils volent de la thune. Et donc, il faut en avoir, quoi. Voilà. Et donc, c'est bien contre de l'argent qu'on fabrique ces monuments extraordinaires. Tu vois ? Et donc, à partir du moment où l'argent est systématisé, viennent nécessité de techniques de gérer cet argent. De gérer tout cet argent, ouais. Voilà. Ouais. Hein, voilà. Ça, c'est pas avant, bon, tu dis, tu rentres, quand il n'y en a pas beaucoup, c'est facile, mais quand il y a beaucoup d'argent, et quand il faut payer des tas de gens, il faut commencer à savoir gérer l'argent. Hein. Et alors, il y a ça, et puis il y a le gros problème de la différenciation du nombre extraordinaire de monnaies. Ah oui, parce que chacun frappe sa monnaie, il n'y a pas une monnaie européenne. Il n'y a pas. C'est quoi? C'est des monnaies? Alors comment ça fonctionne? C'est par ville, par région? Le Moyen-Âge, rien n'est pareil dans l'espace et dans le temps. Tu vois, c'est pour ça que c'est une période assez compliquée à étudier, parce que les situations sont différentes. Tu vas dire il y a ça, puis là un autre il va dire ah ben non c'est pas ça, puis il y a ça, c'est ailleurs. Et puis c'est pas tout à fait la même époque. Donc on va dire qu'au XIIe siècle ou jusqu'au début du XIIe siècle, il n'y a jamais de frontières, si tu veux. Les grandes seigneuries frappent leur monnaie. Ah, les grandes seigneuries frappent leur monnaie. Voilà, frappent leur monnaie. Voilà. Puis ça va durer quand même un bout de temps, hein. Tu vois, il y a le denier de Provins, etc. Oui, je connais très bien. Et donc, déjà, dans un pays qui a déjà plusieurs monnaies. Et puis, elles sont d'ailleurs en quoi comme métal? Alors au début, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est que de l'argent qui va s'imposer. Voilà. Essentiellement de l'argent. Voilà. C'est au XIIe siècle qu'il n'y a que de l'argent. L'or viendra avec le franc. Le franc or, c'est Jean le Bon, c'est le XIVe siècle. D'accord. Hein? Donc au début, c'est de l'argent essentiellement, d'accord. Voilà. Les seigneuries qui frappent, donc c'est quoi d'ailleurs sur leur monnaie? Elles mettent, c'est quoi leurs armoiries, leur tronche, leur armoirie, voilà. Voilà. Ah, j'avais plein d'images que j'ai pas montrées. Mais bon, c'est comme ça. Et je m'étais cassé les pieds à ramasser tous ces types de monnaies. Mais bon, c'est compliqué. Alors, vient les métiers d'argent. Métier d'argent, parce que quand tu as donc ces grandes foires, comme ces fameuses foires de Champagne... Alors les foires de Champagne, expliquons un peu quand même, en 2 secondes, les foires de Champagne, c'est la rencontre en fait des commerçants, c'est ça, de toute l'Europe, qui vont vendre leurs marchandises un peu au sein... Alors il y a des le système des foires est assez ancien, il y a la foire du Landy, et donc... le comte de Champagne, lui, a bien réussi son coup, parce qu'il se trouve sur le chemin qui va d'Italie en Flandre. Ah voilà, donc l'axe nord-sud on va dire. Il se trouve là, et puis finalement, donc c'est un point de rencontre et d'échange beaucoup dans le drap, entre, par exemple, le drap qui est tissé en Flandre, et puis qui part à la teinture en Italie. D'accord. Pourquoi en Italie? Parce que dans la région de Florence, il y a un minerai qu'on appelle l'alun, qui est un sulfate de quelque chose, je ne sais plus, ma chimie est ancienne, et qui permet de préparer la laine à être teinte en grand teint.
D'accord. Tu vois, si tu mets la teinture, après, ça se vire. Mais si tu as fait du mordançage de la laine, tu le teins, ça tient dans tous les cas de figure. Donc, les Florentins ont l'habitude de teindre, et donc il y a ces échanges qui se font là, donc, et puis même les gens de partout qui veulent acheter des choses, du drap, bah, ça se trouve ici. Hein. Donc, c'est des foires qui vendent en gros, c'est en gros, jamais au détail. Donc, il n'y a que des grands commerçants qui vont là et qui s'échangent des quantités importantes d'argent. Et donc, dans ces foires, il y a des tables de changeurs. D'ailleurs, en fait, les tables de changeurs vont se multiplier un peu partout dès qu'il y a du commerce. Alors les tables de changeurs, c'est les gens qui vont justement alors prendre la monnaie, par exemple, de la seigneurie Intel, et qui l'autre, il a une autre monnaie d'une seigneurie, puis ils vont vous dire, bah ça vaut tant, etc. Voilà. Alors c'est quoi le système? On pesait, c'est ça? Alors, comment ça fonctionnait? C'est un métier assez compliqué, parce qu'il faut d'abord connaître les faces, hein, pour d'abord voir si c'est une vraie monnaie, hein, pas une connerie. Elle a déjà de la fausse monnaie en plus. Oh là, d'accord. Donc ils ont des exemples. Hein. Il y a des tables, je devais montrer ça, des tables où ils ont déjà un exemplaire de beaucoup de monnaies, tu vois, pour pouvoir comparer. Et donc surtout ils pèsent, parce que la valeur monétaire est la valeur du métal. La valeur du métal. Donc il faut regarder le poids, parce qu'il y a des petits malins qui rognent les monnaies, hein, les rognures. Les rognures, oui, tout à fait. Oui, donc c'est-à-dire on coupe. On rogne un petit peu, puis si tu tu as beaucoup de fric, bah paf, tu te fais un petit tas, puis voilà, tu vas revoir le fondeur. Donc ils pèsent les monnaies, ils regardent, et puis ils sont au courant des cours, parce que les cours du métaux changent perpétuellement. Tu vois, hein, et ils changent d'un endroit à un autre. Tu vois, et donc s'établit tout un système. Alors pour être au courant des cours, bah, il y a beaucoup de messagers, il y a il y a des organisations de changeurs qui se créent, hein, et qui vont s'envoyer des messages perpétuellement. Et ces organisations de changeurs, les premières organisations de changeurs sont les Cahorsins. La ville de Cahors. La ville de Cahors, oui. La ville de Cahors, d'ailleurs, à tel point que le synonyme de changeur et de prêteur et de prêteur sur gage et d'usurier, puisque on verra que de ces changeurs vont naître l'usure, et donc ce sera synonyme, le Cahorsin sera synonyme de prêteur sur gage, d'usurier et de changeur. Voilà. Donc, ils viennent au début de Cahors, ils ont appris ces techniques des gens de Florence. Alors, il y a le rôle de Florence qui est extrêmement important, parce que à Florence, si tu veux, d'abord il faut que je dise pourquoi ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs parce que ce métier est mal vu, dans le sens où le changeur, il est aussi prêteur. Il est prêteur à intérêt. Or, il y a un interdit sur le prêt à intérêt. Le catholicisme, très quand même présent, interdit l'usure. C'est marqué. Ouais, l'interdit. Bah, ça fait partie mais des préceptes. interdit l'usure, mais l'usure a toujours été pratiquée. C'est-à-dire que, comme ici, on interdit de fumer le cannabis et tout le monde en fume. Bon, comme il y a une nécessité du prêt à intérêt, tout le monde pratique le prêt à intérêt. Donc, mais c'est mal vu. Alors, comment? Alors, on va parler des techniques de contournement de l'interdit, hein. Mais déjà, au premier abord, quelqu'un qui a pignon sur rue chez lui, qui est connu, qui est un notable, il va pas faire du prêt à intérêt, vu que c'est mal vu, il va déchoir. Le prêt à intérêt, c'est réservé à des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a toujours les gens qui viennent d'ailleurs, sont des gens mystérieux, différents, qui parlent une autre langue. Quoi, les étrangers, quoi, des étrangers. Donc là, on va beaucoup parler des Juifs, mais les Juifs, les Cahorsins et les Lombards, hein, ils sont à mettre dans le même sac et ils subiront de la même façon, si tu veux. Ils sont pris de la même manière, si tu veux, hein, comme étrangers, malveillants et malvenus.
tu vois. Mais pourtant, les Carorsins et les Lombards sont des bons chrétiens. Ouais. Mais les Juifs, ça provoquera quand même leur expulsion d'un certain nombre de pays d'Europe. Mais les Lombards et les Carorsins aussi. Ah, les Lombards aussi. Ah oui, les Lombards sont expulsés de France aussi. Pareil, ils subiront ces mêmes punitions, mêmes motifs. Ils seront vus de la même manière. Donc, si tu veux, alors pourquoi les Lombards? Parce qu'à Florence, il y avait toujours des guerres entre les Guelfes et les Gibelins, donc entre les partisans du pape, les Guelfes, et les Gibelins, les partisans de l'empereur, et donc ils s'entretuaient, ils s'égorgeaient allègrement, régulièrement, et quand un parti prenait le pouvoir sur l'autre, il expulsait, ou les autres étaient obligés de se fuir pour pas être égorgés, quoi. Ouais. Donc, alors comme toutes ces techniques d'argent sont nés dans cette partie du monde, en Italie. Pourquoi peut-être parler des Romains? Peut-être qu'il y a peut-être des réminiscences, des monétaries romains, je ne sais pas. Mais c'est eux qui, finalement, inventent la gestion de l'argent. Et ils l'inventent, ils ont une invention importante qui est la comptabilité à 2 colonnes. Tu vois, alors, je parlerai de la lettre de crédit, mais la lettre de crédit, c'est les Templiers qui l'ont inventée. C'est un peu plus tard. Les Florentins l'ont utilisé très largement, la lettre de crédit. Ils en ont fait même du trafic de lettres de crédit. J'aurais expliqué comment on faisait du trafic de lettres de crédit. Et on faisait que ça. Médicis ne faisait que du trafic de lettres de crédit. Et il est devenu l'homme le plus riche du monde. Et il a donné deux reines de France, si tu veux. Oui. Rien que par l'usure, sur la lettre de crédit. Tu vois, donc on a 2 reines de France qui sont filles d'usuriers. Pas des choix pour autant. Mais voilà. Mais donc, la comptabilité à 2 colonnes, c'est un aspect important parce que le pauvre marchand français, lui, il vendait quelque chose, donc on a retrouvé des carnets, donc il écrivait j'ai vendu ça tel jour, tu vois, ou après telle heure, et puis derrière il dit j'ai acheté ça tel jour, puis après j'ai acheté ça. D'accord. Alors pour retrouver son truc, retrouver la comptabilité, alors qu'effectivement cette comptabilité à 2 colonnes, elle permet de savoir au jour le jour, instantanément, il y a l'actif passif, voilà. À tel point c'est qu'aujourd'hui un bilan se fait toujours comme ça. Se fait toujours comme ça, voilà, on n'a pas inventé mieux. Ils n'ont pas inventé. Et donc eux, ils ont inventé la comptabilité à 2 colonnes, et donc ils arrivent à gérer des comptes. Si tu veux, parce que avec le système des lettres de crédit, parler des lettres de crédit. Parlons-en des lettres de crédit. C'est quoi le principe d'une lettre de crédit? Alors une lettre de crédit, c'est de l'argent virtuel. Donc moi je vais partir quelque part. Les Templiers, ils ont commencé à faire ça. Avec les pèlerins notamment. Avec les pèlerins. Et donc je ne vais pas partir avec tout mon fric. Oui. Comme moi, je vais en vacances, je pars pas avec tout mon truc, j'ai mon plastique monnaie, ça suffit, c'est une lettre de crédit, mon plastique monnaie. Et donc, je vais déposer mon argent à un changeur, à une table, parce que, alors, on les appelait des tables, alors on les appellera banquiers à la fin du 14e, 15e siècle, mais c'est pareil, c'est-à-dire le banc et la tavola. C'est la même chose. En fait, c'est la table du changeur, qu'on appelle table ou banca en italien. C'est la même chose. La banca, c'est une table à tréteaux. Ouais. Une table c'est une planche avec des tréteaux qu'on appelle banca. Et donc, et sur cette banca, il y a une pièce de bure. Ça deviendra le bureau. Une pièce de bure sur lequel il y a des lignes, j'ai aussi des images de ça, des abacs, qui avec des jetons permettent de faire des comptes comme la technique du boulier. D'accord. Du compte par abac. De graphique informatique avant l'heure. Voilà, c'est des comptes par abac, et sur le bureau, le mec il a sa bure, il met sa table, il vient avec, tu vois, il se déplace, il vient avec son banc, sa banca, il met sa bure, et il a un bureau de change. Un bureau, c'est comme ça. Et alors, quand il fait faillite, sur la place publique, devant tout le monde,
on lui casse son banc. C'est la bancarota qui est donnée la banqueroute. La banqueroute, d'accord. Parce qu'il a cassé son banc. Voilà. Et donc la lettre de crédit, c'est le dépôt à un réseau de changeurs, de Tavola, de changeurs. Voilà, te dépose. Donc là, j'arrive avec mon vrai argent, c'est-à-dire mon argent concret, mes pièces, je lui donne. Voilà, lui, il me refile un bout de papier. Voilà. Et il va aller donner au correspondant de ce type-là. De l'autre côté, dans la ville où je me rends. À Troyes, à Paris, voilà. Donc il sait à tel endroit. Hein, et donc il va donner cette lettre de crédit et l'autre va lui donner du fric. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et puis évidemment, il prend une commission, évidemment. Non, il ne prend pas de commission. Alors comment il se paye et c'est quoi le service? Mais parce qu'il y a toujours des variations dans le change. Si tu veux. Le change est toujours variable. C'est comme ici à la bourse. La bourse remonte tout le temps. Pour bien comprendre, moi j'arrive avec mon argent, ma monnaie, on va dire, pour frapper ma monnaie X. Et puis je me rends à un autre endroit où, en fait, on va me redonner une autre monnaie. C'est ça que tu veux dire? Ah bah oui. Ah, donc on va faire D'accord, on va faire un calcul. C'est jamais la même monnaie. D'accord. Et le mec, il va toujours y perdre. Oui, il va toujours être... Ils se démerdent, les autres. C'est la même famille. T'as mis 100 en une espèce de monnaie, mais t'as pas l'équivalent de 100 quand t'arrives au bout. D'accord. C'est de l'embrouille dans le change. Hein, dans la lettre de change. Voilà. Bon. C'est ça le truc. Non, mais c'est bien comprendre. Les changeurs, ils font énormément de pognon comme ça. Le fameux pont au change à Paris aussi. Alors il y a le pont au change parce que des changeurs, il y en a partout. Donc il y a une corporation de changeurs. C'est un métier qui est bien encadré, quoi. Tu vois. Hein? Ah oui, il y a une corporation, n'est pas changeur qui veut. Il y a des règles. Il y a des règles. Il y a des règles. Ouais. Puis en plus, elles sont drastiques pour les changeurs. Ils sont très surveillés par les autorités locales. Et donc pour qu'il y ait remboursement, qu'il y ait argent, il y a toujours une force publique. Tu vois, à Troyes, ce qui a fait la richesse de Troyes, c'est que le comte de Champagne, lui, il a créé une police spéciale pour les foires, de manière à sécuriser tout ça, quoi. Le mec qui doit du pognon, faut qu'il paye, sinon il va en tôle. Ouais, voilà, donc le changeur peut pas lui faire non monsieur, finalement, votre lettre, machin. Non. Donc il y a on va dire une espèce de police qui est là, qui va dire au changeur, non, là vous allez payer tout est extrêmement sécurisé. C'est d'où la richesse. Il y avait des forces armées partout et donc les gens, ils étaient tranquilles. C'était une place qui était extrêmement sûre, qui a fait sa richesse. Alors, la lettre de change. Alors la lettre de change a donné lieu à des trafics monstres qui ont permis d'enrichir les gens, et notamment les fameux Médicis, qui s'est fait la grande spécialité du trafic de lettres de change. Alors c'est quoi comment il faisait? C'est-à-dire lui, il captait les lettres de change des gens? Voilà. Alors, il y a le change et le rechange. Le rechange. Le type, il a sa lettre de change. Au début, ça s'est trouvé comme ça. Mais après, ils en ont fait une affaire systématique. Il arrive avec sa lettre de change, il part de Florence, il arrive à Troyes, et puis il va chez le type pour prendre la monnaie, puis l'autre, il dit « Ah ben non, je peux pas. Je l'ai pas. J'ai pas l'argent. » Ah, donc il lui a fait un paplin, bien, quasiment notarié, tu vois, en disant j'ai pas la monnaie sur ta lettre de change. Donc le mec il garde ta lettre de change, il retourne, hein, et voilà, on m'a pas payé. Il faudrait que vous me remboursiez. Mais manque de peau, le remboursement, c'est jamais ce qu'il a mis. Parce que les coûts ont changé. Les coûts ont changé, ouais. Les coûts ont changé. Ouais. Et alors, pour tout ça, ça marche, si tu veux, tous ces banquiers, ils avaient des réseaux de chevaucheurs perpétuels. Ils connaissaient les cours de partout, si tu veux, de tous les monnaies. C'était toute une organisation extraordinaire. Donc, en plus, à travers toute l'Europe, donc c'était... À travers toute l'Europe, ouais. Et donc, on appelait le rechange. Donc le rechange, le type qui avait mis la lettre de change, finalement, il remboursait pas tout à fait le pognon que l'autre lui avait donné. Tu vois?
Ça finissait mal ou comment, je sais pas. Bah oui, parce que les cours, c'est des cours. C'est la même chose aujourd'hui. Tu vas vendre une cargaison de pétrole et manque de peau, bah le pétrole, les cours ont diminué. Bah voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, les aléas. Sauf que ces putains d'aléas de cours, ça s'est jamais fait comme ça. Les gens, ils s'arrangeaient. Et surtout, question très importante, les fameuses informations sur les cours, elles étaient détenues par les réseaux bancaires, mais le public, lui, ne pouvait pas avoir accès à ça. Hein? Le public, lui, n'avait pas... Bah non. Donc il était, j'ai envie de dire, il était bip d'entrée, quoi. Tu vois, d'entrée, t'étais... alors les cours étaient affichés, si tu veux, officiellement. T'avais les cours, le mec, il disait, ah merde, ah putain, j'ai paumé. Tu vois, c'était ça le truc. Et à tel point ce système marchait tellement bien qu'ils se sont aperçus qu'avec leur échange ils faisaient du blé, c'est qu'au bout d'un moment, le mec il partait plus, si tu veux. Il s'entendait entre le type de Troyes et le type de Florence. Donc il n'y avait même plus d'émission de lettres de change. C'était plus que des écritures. D'accord. Tu vois ? Là, on est presque au début de la monnaie papier, quoi. On est dans le alors, la monnaie papier s'impose parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas assez de métal. Le métal. Il y a une pénurie de métal. Et donc, même, si tu veux, tous les grandes villes, les grandes places ont des changeurs qui tiennent des comptes. C'est l'équivalent des banques. Tiens, machin, il attend, machin, il attend, machin, il attend. Et puis, comme c'est tous des comptes, c'est des comptes des grands commerçants qui passent par le même, si tu veux, le paiement se fait d'écriture à écriture. D'accord. Donc il y a plus, on voit plus d'argent physique, c'est ça que je veux dire. On voit pour les grands échanges. Pour les grands échanges, il n'y a plus d'argent physique. Voilà. C'est de l'écriture. C'est déjà le système très moderne. Et on paye par chèque. Et on paye par chèque. On paye par chèque, c'est-à-dire on paye par chèque, j'en ai montré, mais pas loin. On paye par chèque, mais c'est par chèque, mais c'est un bout de papier, on dit, le mec il écrit, je vous dois tant. Mais est-ce qu'à un moment donné, moi, à l'époque, avec mon chèque ou ma lettre de change, je peux aller voir quelqu'un pour récupérer mon argent métal? Oui. Ah, en théorie, oui. Sauf que si on te donne pas, c'est la banqueroute. D'accord. La banque Carota. Carota, ouais, c'est ça aussi, Carota dedans. Il peut y avoir des banquerones, Oui, parce que c'est ça, moi je me balade avec ma lettre de change, au bout d'un moment j'en ai assez d'avoir du papier, je dis, bien sûr, I want gold, je veux mon métal, je veux mon... oui, mais si on te donne pas, c'est la banqueroute. D'accord. Voilà, la banqueroute, et le mec, il va en tôle. Il va en tôle quand même, le banquier. C'est une grave punition, quand même. Aujourd'hui, ils vont pas en tôle. Non, aujourd'hui, ils vont pas en tôle. Mais donc on paye par chèque, et même, si tu veux, par exemple, les Médicis, parce qu'on a beaucoup de leurs c'est les plus connus, papiers, donc ils avaient des collections de signatures. C'est pour reconnaître les gens. On déposait la signature. Donc il fallait bien qu'ils reconnaissent le papier. Donc ils avaient des éléments d'écriture et de signature de tous leurs clients. D'accord. Voilà. Puis tout ça, ça marchait un peu sur la confiance aussi. Et donc Médicis, eux, ils vont bâtir leur fortune sur ce système. Qui est en fait de l'usure. Qui est de l'usure, mais en plus, j'ai envie de dire, une usure très moderne, où il y a plus d'argent physique. Il n'y a plus d'argent physique. Parce que c'est les lettres de change, on est dans le prémisse d'une monnaie scripturale qui s'échange comme ça, de compte à compte, et puis on voit plus tellement la trace de métal, quoi. Ce Moyen-Âge, cet élément là, du 13e, 12, 13, 14, a tout immense. On parlera des sociétés par action, qui sont aussi inventées à ce moment-là. Et des bourses de valeur aussi, qui sont inventées, des bourses de valeur. C'est-à-dire que quand tu as le titre d'une société, tu l'achètes, tu le vends au même titre. Tu peux faire des bénéfices sur ces titres-là. D'accord, donc la titrisation déjà, elle est déjà la titrisation des parts sur des sociétés. Par exemple, c'est les Vénitiens, ils ont inventé ça quand il y a des coalitions de Vénitiens qui se font pour créer une expédition.
Donc ils vont faire une expédition, il y a une galère qui part, et donc chacun a mis de l'argent et va être rémunéré selon la part qu'il a mis. D'accord. Hein, en On proportion. sait qu'ils vont monopoliser même le commerce avec l'Orient, particulièrement Voilà. le commerce de la soie, etc. Et une des épices, des voilà. esclaves. Ouais. Et une des premières sociétés qui existent, et c'est en France, hein, la société du Basacle à Toulouse. Hein, c'est-à-dire que quand va se développer le premier moteur hydraulique, qui va se généraliser partout, avec les roues à eau, partout. Donc les moteurs hydrauliques, on fera tout avec. Évidemment, on va moudre du grain, mais pas ça, on moudre, moudre des forges, couleurs, etc. des forges, etc. Et donc, sur le Basacle, c'est une partie de la Garonne où il y avait un gué. Et donc, là, on a pu construire un barrage. Hein, et on a mis toute une série de moulins. Et donc, ces moulins ont été construits par des apports des gens qui ont créé une société. Hein, et donc, ces parts de la société du Basacle s'achetaient, se vendaient, et donc les gens étaient rémunérés. Des actionnaires, quoi. Des actionnaires. Et cette société du Basacle, elle va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Ah ouais, quand même. La société du Basacle, Jean Jaurès avait des parts de la société du Basacle de Toulouse. Hein. Et même à la fin, comment on l'a terminé, le barrage de la société du Basacle a vendu à EDF pour faire de l'électricité. Ah bah c'est tout BDF, d'accord, c'est extraordinaire comme histoire, ça. Extraordinaire dans cette société du Basacle. Alors, donc durant ce Moyen-Âge final, ce Moyen-Âge classique, au final, toutes les techniques d'argent et d'entreprise ont été inventées. Rien d'autre ne sera inventé. L'assurance sera inventée à Gênes, à Venise, les systèmes d'assurance. La spéculation, évidemment. La spéculation monétaire, la spéculation virtuelle, tout. Si tu veux, cette période, c'est vraiment le creuset de notre société qui a inventé toutes ces techniques de manipulation d'argent. Alors on peut dire que l'argent c'est dégueulasse, mais au moins ça a permis de développer. S'il n'y avait pas ça, moi à un moment je dis s'il n'y avait pas eu ça, je serais venu à cheval, mais je serais même pas venu parce qu'il n'y aurait pas tout ce matos. Ouais. Hein, ben voilà. Ça c'est encore un autre aspect de l'histoire. Un autre aspect de l'histoire, on ne sait pas peut-être, non? Rien. Est-ce qu'il aurait pu se bâtir un autre système sans argent? J'avais une autre vue, j'avais montré une espèce de chronologie de l'humanité. Ouais. L'humanité, qui on va dire l'homme moderne, à 150-200 000 ans. Bon, il a commencé à faire des statues, des gravures rupestres il y a 35-40 000 ans, hein, et donc à se socialiser. C'est vrai, c'est comme ça qu'il est venu. Et puis en fait, les premières cités avec le mode esclavage et d'esclavagisme, c'est moins 5 000 ans, 4 000 ans, tu vois, les premières cités en Mésopotamie. Hein, et puis où on a inventé l'État, tu vois, l'État, voilà, avec des esclaves, puis une structure centralisée d'État. Et puis cet État antique, il est mort avec les Carolingiens, il est mort vers l'an 900 000, tu vois. En Europe, hein. Il a subsisté par ailleurs, ouais. mais on est européocentriste parce que si tu veux, le capitalisme il est né en Europe, donc puis il s'est répandu sur toute la planète, et les prémices du capitalisme, donc 800 ans sur 150 000 ans. Oui, c'est pas beaucoup, bien sûr. Donc c'est hier, à l'échelle historique, c'est vraiment hier. C'est à partir de là, la société, elle a explosé, quoi. Parce que toi, ce que tu dis, c'est que sans ce développement du capitalisme et sans ce développement, on va dire, du prêt-intérêt et donc de cette circulation monétaire très intense, on n'aurait pas pu connaître le développement technologique tel qu'on l'a connu. C'est évident, parce que si tu veux, faudrait revenir un peu à l'émission précédente, si tu veux, au mouvement brownien, qui va créer des rencontres et qui va créer des opportunités d'association, si tu veux. Hein.
plus il y a rencontres, c'est vrai en chimie, c'est vrai en physique, plus il y a probabilité de créer autre chose. D'accord. Hein? Donc cette rencontre... si tu veux, je peux refaire l'émission. Ah, ouais, non. Alors, dernière question avant la pause, une petite question qui est en rapport aussi avec, justement, avec ce développement du capitalisme. Il y a un aspect du développement, justement, de ce capitalisme, qui est le développement de l'art. Et en particulier, on sait que les Médicis vont se faire les grands mécènes de tout un tas d'artistes. Et d'ailleurs, les villes italiennes de cette époque vont être portées au pinacle de ce qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, de ce qui est de plus beau, de ce qui va être la référence absolue pour tous les autres Européens. Pourquoi cet intérêt pour l'art? Voilà, alors si tu veux, on va fustiger le capitalisme. Le capitalisme a permis de développer l'industrie, les forces productives. À la limite, ça on comprend plus. Mais maintenant, l'art, voilà, exactement. L'art, ça reste plus énigmatique quand même. D'abord. Parce que ça rapporte rien je pourrais faire une émission entière sur l'art et l'argent, mais j'ai eu 5 minutes. Voilà. Il nous reste 3 minutes avant la pause. J'ai eu 5 minutes. Si tu veux, au Moyen-Âge, les artistes, avant, étaient inscrits à des registres de métiers. Ouais. C'est un mec qui faisait des portraits, et il était avec ceux qui faisaient des peintres en bâtiment. En gros. D'accord. Donc il devait payer des redevances importantes pour être inscrit au registre de métier, et il devait faire en gros à la manière dont on lui disait. Tu vois, il n'était pas libre en tant que pour développer son type d'art. Tu vois, il était encadré. D'ailleurs, on ne connaît pas de gens à cette époque-là. Ils ne signaient pas leurs œuvres. Oui, ça viendra plus tard. Ça viendra par exemple, il y a des beaux portraits à partir de Jean le Bon du XIVe siècle. Déjà, on fait des portraits corrects. Mais les artistes sont inconnus. Et d'ailleurs, tu vois, dans les cathédrales, ils sont fantastiques, les vitraux, les machins, mais on connaît souvent que l'architecte qui a fabriqué. Voilà. Alors, que va faire Côme? Parce que ça, c'est Côme l'Ancien qui commence comme ça. Côme va s'adjoindre des artistes. Et un peu ce système pour les riches d'avoir ces artistes, après Côme l'Ancien, ça va se généraliser. Donc, lui, c'est un vrai capitaliste qui a une idée géniale pour faire du fric. Et donc, il se dit, mais moi, j'ai besoin de me montrer, j'ai besoin de faire confiance, j'ai besoin de me montrer, de m'établir, si tu veux, généralement. Et donc, il commence à payer des artistes, à se payer des artistes. Et ces artistes, quand ils viennent chez lui, ils ont un statut donc ils sortent de leur statut de registre de métier et ils deviennent des gens de maison, en fait. D'accord. Voilà. Donc ils payent des peintres, des sculpteurs, des choses comme ça, et il va offrir des œuvres d'art aux grands à qui il prête de l'argent. Tu vois, il va offrir, et il va même offrir des peintres. Tu vois, il va offrir des peintres. Donc il montre une munificence, il a un palais magnifique, et puis c'est une époque où on construit des palais, donc on creuse, on retrouve des statues antiques, donc on les ressort, on les expose, et puis c'est là où des gens comme des Boccace ou des grands dits humanistes italiens deviennent des nationalistes. Il y a l'idée que l'Italie, c'est bien, ça vient de Rome antique, et puis les autres sont des barbares. Donc ça, il y a cette idée qui vient de là, et on affirme l'art italien qui va à l'encontre de l'art transalpin, qu'on va appeler gothico. Gothico, c'est au tedesco, c'est-à-dire c'est très péjoratif. C'est-à-dire que l'art gothique, c'est eux qui inventent le terme gothico, c'est-à-dire c'est dégueulasse, ça vient au-delà des Alpes. Et donc ils vont
faire émerger comme ça l'art italien, et tous ces grands maîtres de la peinture seront en fait des gens qui seront payés par des grands capitalistes et qui seront à l'aise, qui pourront peindre sans problème, quoi. Ils seront tous entretenus. Et donc ça va être quoi? C'est une forme de, j'ai envie de dire presque quoi, de communication à l'époque, c'est ça? Une forme de communication. Ouais. Oui, oui. Ouais, Une parce forme qu'en de plus, communication. j'imagine, je dis ça, par exemple, voilà, il fait refaire, on sait qu'il, les Médicis ont fait faire le Grand Dôme de Florence aussi, etc. Il fait peindre tout ça, et puis les gens rentrent, sont en extase, et on dit, je peux lui laisser mon pognon. Voilà. Voilà. Il y a un bouquin célèbre qui s'appelle L'artiste et la cour de Martin Warnke, qui explique ce passage de l'artiste qui est de l'artisan à l'artiste. Et donc, l'artisan devient artiste, au Quattrocento italien, même au Trecento, et donc, le statut de l'artiste s'affirme comme étant des gens qui sont au service de grands capitalistes. Au service de grands capitalistes. C'est très intéressant. Bon, on va faire la pause. Là, on est pile poil à la bonne heure, comme on dit. Et puis là, on voit là, sur mon... T'as une peinture quand même, tu vas nous la montrer. Une peinture de Simone Martini. Simone Martini, c'est un peintre du XIVe siècle. Et donc, des fois, il est défini comme peintre médiéval et des fois comme peintre de la Renaissance, mais on ne sait pas. On ne sait pas trop. On avait vu que c'était un peu trouble. On ne savait pas trop les classer. C'est magnifique. Tu vois. Oui, Simone Martini, c'est 14e siècle. Jeanne d'Arc n'était pas née quand il a peint ça. En tout cas, superbe art. On fait la pause et on revient juste après, toujours dans cette histoire du capitalisme. La régie, elle est prête, j'imagine. Voilà, et c'est la pause. À vous, la régie.